Une production des studios Bass. Hors série. Alors aujourd'hui, pour parler de la Ioniq 5, j'ai avec moi, premièrement, vous le connaissez, c'est un régulier à l'émission, notre chroniqueur Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin. Et pour t'accompagner, Stéphane, aujourd'hui, on a l'illustre et le seul et l'unique Paul Robert Raymond, qui est journaliste au Soleil et les coops de l'information. Bonjour, Paul Robert. Bonjour Martin, bonjour Stéphane, bien content de vous entendre, c'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur. Ben oui, ben tout simplement pour situer nos auditeurs, donc Silence on roule a été invité à aller faire l'essai en grande première de la Ioniq 5. Ça avait lieu à San Diego il y a quelques semaines. Et puis, Paul Robert également était là-bas dans sa qualité de journaliste. Donc, et les deux se sont rencontrés là-bas. Donc, Stéphane et Paul Robert ont même fait des essais ensemble, je pense. Hein? Vous avez fait des essais ensemble. Exactement. Dans le fond, la journée, on l'a passé ensemble. On avait la même voiture assignée. Fait que Paul et moi, là, on a fait l'essai toute la journée ensemble. En fait, c'est ça, c'est au déjeuner que j'ai rencontré Stéphane, puis là, il dit, ben, je savais que le balado, Silence on roule, mais là, écoute, on va le faire ensemble. Je pense que c'était le meilleur match que je pouvais faire là, pour faire cet essai-là. Donc, j'étais convaincu, j'étais pas convaincu, mais en fait, j'étais rassuré que c'était avec quelqu'un qui fait des véhicules électriques. C'est pour ça que j'ai choisi Stéphane. Ben, nous, je te rassure, Paul Robert, nous aussi, on était très heureux que tout ça se passe avec toi. Écoutez, d'entrée de jeu, on va y aller avec donc vos commentaires, vos impressions sur le véhicule. Donc, premièrement, peut-être, Paul Robert, nous situer le modèle, parce qu'on sait qu'il y a différentes moutures de cette Ioniq 5-là. Donc, qu'est-ce qui existe comme mouture et laquelle avez-vous essayé? Bon, en fait, il y a trois livrées, on peut appeler ça comme ça, là, trois versions. L'Essential, qui est la version de base, qui se vient uniquement avec une propulsion, donc les roues arrière motrices. Ensuite, il y a la version Preferred, qui vient soit avec la propulsion ou avec la traction intégrale, c'est-à-dire deux moteurs électriques. Et ensuite, il y a la version Limited, qui est le haut du pavé, qu'on pourrait dire. Et celle-là, ben, c'est une preferred avec une autonomie à prolonger et la traction intégrale. Et par-dessus ça, il y a un ensemble d'options qui s'appelle Ultimate. Et c'est cette version-là qu'on a essayé tout le monde. Il n'y avait pas de propulsion. Stéphane peut en témoigner lui aussi. Exactement. Dans le fond, juste pour situer les gens, vu que l'essai se faisait aux États-Unis, c'est un modèle américain, en fait, qu'on avait entre les mains. Là-bas, ils l'appellent Limited. C'est ce qui se rapproche, comme Paul Robert a dit, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a au Canada, qui est le Preferred, l'autonomie prolongée, all-wheel drive avec l'ensemble Ultimate. Donc, c'est vraiment la version la plus équipée qu'on avait accès. Ils vous ont pas donné le tire-poids, là. Vous aviez le canon pour commencer, mais ça vous a permis en même temps de voir ou de tester l'ensemble des fonctionnalités, des features, des fois qui sont là dans les modèles un peu plus haut de gamme. Donc là, vous aviez pas mal tout d'installer dans le véhicule. Est-ce que ça intégrait également des fonctionnalités propres au climat plus froid ou à l'hiver ou non? Ben en fait, c'est ça. Là, vu que c'est un modèle américain, il y a quelques petits détails là, qui faisaient en sorte que c'est différent de ce qui va être livré au Canada. Comme par exemple, il n'y avait pas de chauffage, de banc chauffant, pardon, à l'arrière. Donc, ça, c'était pas un gros problème parce qu'on était à San Diego. Là. C'était pas la canicule, là, mettons. Là. On a pogné une journée extrêmement pluvieuse. Exactement. On l'a vu, là, il y a plusieurs de nos collègues québécois qui étaient là et qui ont ramené des images. Là. Ça a été vraiment une journée très pluvieuse
pluvieuse. Là, fait que, on se serait cru à l'automne, en plein mois d'octobre au Québec. Là, exactement. Il faisait 15, puis c'était la plus beau qu'il faisait. Là. C'est pas des farces, là. Il a vraiment mouillé vraiment beaucoup. Il y a eu des inondations dans les rues de San Diego. Même le lendemain matin, il y avait plein d'endroits, plein de coins de rue qui avaient encore de l'accumulation d'eau. Fait que ça a été une drôle de journée là, de dire qu'on s'en va dans le sud de la Californie, puis de pas voir le soleil de la journée du tout. On a eu une petite percée de soleil pendant la journée. Paul Robert et moi, on a profité pour prendre quelques petites photos pendant cette accalmie-là. Mais le reste de la journée, ça a été de la pluie, du vent, des drôles de conditions pour faire l'essai. OK. En effet. Dans les options du véhicule, autant pas dans l'Essential, qui est vraiment le plus bas de gamme, mais dans le Preferred, par exemple, là, on a une option, le choix d'avoir une plus petite ou une plus grosse batterie. On parle de quelle dimension de batterie, Stéphane, la petite et la grosse, en termes de kilowattheures et d'autonomie? Dans le fond, le modèle, comme a dit Paul Robert tantôt, le modèle d'entrée de gamme, le Essential, et le Preferred, le premier niveau d'option, est de 58 kWh au niveau de la batterie. Le modèle Essential, on va se le dire, c'est vraiment un modèle que Hyundai nous apporte juste pour faire en sorte que le modèle de base est 44 999 au niveau du PDSF pour se matcher avec les limites des subventions fédérales. Le modèle Essential, c'est vraiment pas un modèle que je pense que Hyundai veut vendre. Il arrive avec la batterie de 58 kWh, comme j'ai dit tantôt, mais il y a plein de caractéristiques qui n'incluent pas, qui fait en sorte que les gens, c'est certain qu'ils vont pas aller vers ce modèle-là. Par exemple, il y a l'absence d'une pompe à chaleur, l'absence de chauffe-batterie, et tu pourras pas non plus prendre avantage de la recharge 800 volts avec ce modèle-là. Fait que c'est vraiment le modèle pour qu'il soit accessible aux subventions. Ça ressemble un peu à une stratégie qu'avait utilisée Tesla il n'y a pas tellement longtemps. Quoique l'Essential va probablement exister pour vrai, ce qui n'a pas été vraiment le cas pour la modèle d'entrée de gamme de Tesla. Exactement. Puis lorsqu'on va dans les modèles preferred, quand on augmente dans la gamme, on retrouve une batterie de 77,4 kWh. On obtient à ce moment-là 2 paliers de 2000 $ pour avoir le modèle Preferred avec la petite batterie. Et pour avoir la plus grosse batterie, on ajoute un 5000 $ à ce moment-là. Et ensuite de ça, pour avoir la traction intégrale, on est encore dans la batterie de 77,4 kWh. On ajoute un 3000 $ par-dessus ça. Et, comme a dit Paul Robert tantôt, l'ensemble Ultimate, qui est vraiment le plus haut niveau d'équipement, on rajoute par-dessus ça une autre tranche de 5000 $. La seule chose là, qu'il faut noter, si les gens ont calculé rapidement dans leur tête, le modèle avec l'ensemble Ultimate, et ça c'est vraiment la même approche que Volkswagen a faite avec l'ID4, c'est de présenter un ensemble d'équipements. Au niveau de l'ID4, on appelle ça l'ensemble Statement, et chez Hyundai avec l'Ioniq 5, c'est le même principe. Donc, c'est un package d'options Ultimate qu'ils appellent. Et même à ce moment-là, même si on dépasse le 55 000 fatidique là, au niveau de la subvention fédérale, ben, ça va quand même être admissible aux pleines subventions, peu importe le modèle. Exact, parce que c'est considéré comme étant des accessoires ou des trucs comme ça qu'on rajoute. Donc, ça joue on niaise pas avec les piastres là, pour faire des chiffrons, ça joue de 45 à 60 000 $ à peu près entre le plus petit modèle et le plus gros. Exactement. On rajoute transport de préparation, les taxes, et on enlève le 13 000 de subvention sur tous les modèles. Bon, et ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui attendaient ce véhicule-là et qui avaient peur à un moment donné que en tout cas, qu'elle soit pas éligible dans toutes ses versions. Là, elle l'est dans toutes ses versions. C'est intéressant. Tu as parlé un peu de grosseur de batterie, 58 versus 77 kWh entre la petite et la plus grosse batterie. Ça reste que c'est des autonomies annoncées. Évidemment, on le sait, hein, puis on le répétera jamais assez. Ces chiffres-là sont à prendre avec un grain de sel. Probablement qu'on peut faire mieux dans des bonnes conditions et beaucoup moins bien dans des moins bonnes conditions l'hiver ici. Mais on annonce 354 km pour la petite batterie et 480 pour la plus grosse. Par contre, là, lorsqu'on tombe à la traction intégrale, ben là, ça prend plus d'énergie. Donc, de 480, on redescend à 414 km là, pour les versions avec grosse batterie, mais traction intégrale. Maintenant, messieurs, vous l'avez essayé, donc vous l'avez pas juste regardé de l'extérieur, vous êtes entré dedans, puis vous avez pu peser ces pitons, puis vous promener un peu avec.
j'aimerais avoir vos impressions, Paul Robert. Donc, dans quel genre de contexte, le contexte d'essai, donc quel type de route vous avez utilisé, les dénivelés, puis tout ça, puis comment se comportait la conduite du véhicule? Quels sont tes premiers feelings à l'essai de ce véhicule-là? D'abord, si tu me permets, Martin, je vais aussi mettre un peu en contexte. Moi, j'avais eu la chance à la fin juin de voir de près la Ioniq 5. Hyundai avait invité quelques journalistes pour aller faire juste un genre de sneak preview, là, un petit peu pour voir la voiture, de quoi elle avait l'air. Fait que le côté espace et grosseur du véhicule, là, pour moi, c'est plus une surprise parce que je l'avais vu à l'avance. Mais pour répondre à ta question, pardon, le genre de route que Hyundai nous avait proposé pour essayer le véhicule, je pense que c'était la meilleure route qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que un petit peu d'autoroute, ensuite du dénivelé en masse, des virages, des courbes, monte, descend. C'était parfait. Bouger de ralentir, réaccélérer, tout ça. Donc, dans l'ensemble, le Ioniq 5 s'est très bien débrouillé dans ça. Peut-être une petite tendance au sous-virage, c'est-à-dire qu'il faut peut-être y redonner un petit coup de volant pour le garder sur le cap lors des virages un petit peu plus serrés ou un petit peu plus corsés. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui se comporte très bien. Là, évidemment, on avait une traction intégrale. J'aurais été bien curieux de voir la propulsion, comment elle se comporte. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai adoré. C'est le genre de véhicule que j'aimerais avoir, personnellement. Stéphane, il y a eu beaucoup et il y a toujours là, de la part, parce que là, maintenant, ils sont disponibles. Hein, les premiers propriétaires les ont reçus. D'autres sont allés faire des essais chez les concessionnaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui émettent leur opinion sur le véhicule. Toujours dans les sensations de conduite, on parle souvent que le véhicule serait peut-être un peu maigre au niveau de l'accélération, c'est-à-dire que l'espèce de feeling d'accélération vraiment très intense qu'on a dans plusieurs véhicules électriques, ça serait peut-être une petite lacune sur ce véhicule-là. Faut comprendre, par contre, que c'est pas un véhicule qui est vendu comme étant un véhicule sport ou dont l'objectif est d'avoir de grandes performances, mais quand même, si tu le compares avec d'autres véhicules équivalents que tu as essayé, que ce soit je sais pas moi, la ID4, évidemment, probablement que la Mustang, beaucoup plus d'accélération. Mais comment tu l'as trouvé? Est-ce que ça t'a frappé ou c'est vraiment, là, on gratte pour trouver des bobos? Là? Ben en fait, comme tu l'as dit, le Ioniq 5 est vendu comme un véhicule utilitaire beaucoup plus qu'un véhicule de performance. Son gabarit, là, on va y revenir tantôt, là, le débat VUS, pas VUS, voiture ou pas voiture. Écoute, moi, je l'ai pris comme Hyundai nous le présente, c'est-à-dire que c'est un véhicule utilitaire dans son approche principale. Fait que est-ce que c'est un véhicule qui va vous donner des sensations fortes à son volant? Pas du tout. C'est vraiment pas ça que vous ayez en tête lorsque vous allez essayer le Ioniq 5. L'accélération initiale, bon, c'est un véhicule électrique. En plus, il était traction intégrale, donc 2 moteurs. Moi, j'ai trouvé que initialement, une fois que l'inertie est éliminée, ben oui, il y a une certaine accélération, puis il y a un peu de punch, mais tu sais, faut pas que vous vous attendiez non plus à battre des records sur le 0-100. Là. C'est pas ça le but non plus du véhicule. Moi, je trouve que l'accélération était bonne sans nécessairement être foudroyante, mais faut le prendre comme il est. Ouais, c'est exact. vraiment ça, je pense que l'idée. Comme a dit Paul, au niveau des virages et tout ça, c'était des routes sinueuses dans lesquelles on avait laissé à faire. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un excellent équilibre. Donc, c'est pas non plus le véhicule qui a la meilleure tenue de route dans les virages qu'on prendrait rapidement, mais je trouvais que entre un véhicule qui serait plus axé sur la performance, comme par exemple dans le même segment, la Tesla Model Y, par exemple, c'est sûr que ça tient moins bien, puis que tu vas pas prendre les virages avec la même vitesse. Mais entre ça et le confort, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre là. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu sais, la suspension, oui, n'était pas si ferme pour pouvoir permettre les performances dans des routes sinueuses. Mais après ça, tu sais, lorsqu'on avait des bosses ou quoi que ce soit dans la chaussée, ben c'était extrêmement confortable. Puis aussi, au niveau du silence qu'on avait à l'intérieur de l'habitacle, c'est très bien insonorisé, j'ai trouvé. C'est très confortable aussi. J'ai trouvé que les sièges étaient de bonne qualité.
Puis après ça, au niveau du reste de l'habitacle, ben moi j'ai trouvé que c'était très bien fini. Quelques plastiques rigides là, au niveau du tableau de bord. Fait que si vous êtes un peu allergique à ce genre de finition-là, c'est quelque chose à garder un œil dessus. Mais après, autre que ça, l'habitacle, c'était très bien fini, c'était bien organisé. La régénération, c'est quelque chose qu'on a testé, Paul Robert et moi. On a pris la voiture était à 100%, était pleine, à pleine charge. Et même à ce moment-là, même le niveau le plus élevé de régénération permettait une pleine régénération quand même. Donc, on voit que Hyundai s'est gardé un certain buffer là, au niveau de la batterie qui permet quand même d'avoir la pleine régénération. Le système qui appelle au niveau de la pleine régénération, la e-pédale, j'ai trouvé que c'était bien modulé. C'était relativement confortable, là, c'est-à-dire que il y a certains véhicules que lorsqu'on relâche l'accélérateur, c'est très agressif dès le début de la régénération. Donc, l'Ioniq 5, la différence, c'est que lorsqu'on retire complètement le pied de l'accélérateur, il y a une certaine phase dans laquelle une progression, je dirais. Pour éviter que ce soit comme si on freinait d'un coup sec et puis qu'on se percute là, dans le devant du véhicule, ben, la régénération embarque avec une courbe de plus douce à plus forte pour éviter que ça brasse trop. Paul Robert, si on parle maintenant d'aide à la conduite, d'assistance, donc est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, évidemment? Là, on met toujours en comparaison avec l'autopilote de Tesla qui, dans ses différentes versions, là, peut aller très loin dans le niveau d'autonomie du véhicule. Mais si on le compare avec les autres véhicules du marché, à quoi ressemble le système d'autopilote ou d'aide à la conduite de ce véhicule-là? Ça, je t'avouerais, Martin, que je pense que c'est Stéphane qui a plus expérimenté ce volet-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, entre autres, c'est le fameux affichage tête haute ou le head-up display, comme on dit en bon français, était quand même très bien fait. Dans le sens qu'on l'avait vraiment là, devant nous, dans nos yeux. Puis, en même temps, notre passager ne pouvait pas le voir. C'était, Stéphane, tu t'en rappelles, ça a été quasiment une des premières choses qui nous a comme sauté au visage. Je te disais, regarde, je vois là, tout essayer de voir, genre, je ne le vois pas. Là, comme il est vraiment fait là, pour le montrer au conducteur et tu l'as là, vraiment à la hauteur des yeux. Ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment bien faite. Je dirais qu'il est peut-être un petit peu sensible lorsqu'on commence à lécher un peu les lignes, là, les lignes blanches sur la chaussée, il vient nous avertir, même des fois, il nous ramène un petit peu dans le droit chemin. Mais là-dessus, je pense que Stéphane a fait un petit peu plus a poussé un petit peu plus loin l'analyse, n'est-ce pas, Stéphane? Ben oui, en fait, c'est ça, on l'a testé ensemble. Puis comme Paul Robert a dit, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'affichage tête haute, c'est bien fait. C'est très clair, puis c'est fait vraiment comme un reflet dans le pare-brise. Il n'y a pas comme un espèce de volet qui monte sur le tableau de bord. C'est vraiment à travers le pare-brise, puis c'est vraiment bien fait. Au niveau de l'assistance à la conduite, on l'a testé surtout sur autoroute. Là, évidemment, c'est plus le type de route dans lequel c'est plus utile. Quand je l'ai activé, moi j'ai trouvé qu'il maintenait le cap assez bien. Donc, est-ce que je dirais que c'est au même niveau que l'autopilote de Tesla? Peut-être pas, j'irais jusque-là, mais en navigation, là, c'est-à-dire là, si vous partez puis vous faites une longue route sur l'autoroute, moi je dis que ça va faire que ça va très bien servir les gens. Là. C'est très bien là, comme système. Je dis que c'est pas au niveau de Tesla, mais j'en ai vu des bien pires que ça. Là. Fait que Hyundai ont fait du bon boulot. Avant qu'on fasse un tour je dirais plus des gros points forts de ce véhicule-là, puis les points qui vous ont peut-être un peu plus rebuté, le véhicule était attendu, entre autres, pas juste pour ça, mais entre autres, parce qu'il était annoncé avec une capacité de recharge qui est surprenante si on compare avec les autres modèles de véhicules. Donc, la Ioniq 5 était annoncée avec une capacité de recharge, ma foi, supérieure même à la Tesla Model 3.
Et qu'en est-il? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez pu faire des tests de recharge? Est-ce que vous avez pu observer des tests de recharge? Donc, architecture 800 volts, on nous promet des recharges qui vont aller au-delà de 200 kilowatts. Qu'en est-il de la recharge? Et avez-vous également, complément de question, des échos de sa capacité de recharge par temps plus froid? Évidemment, vous ne l'avez pas testé à San Diego à moins 25, mais il commence à en avoir des temps plus froids ici. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre au niveau de la recharge rapide sur ce véhicule-là? Paul Robert, veux-tu y aller? Oui, je vais y aller. Ben écoute, moi, je te dirais la réponse très d'emblée, je dirais, c'est que va falloir le faire pendant qu'on va avoir le véhicule sur une plus longue période. Lorsqu'on va l'avoir pour au minimum une semaine, c'est là qu'on va pouvoir aller sur une borne d'Electrify Canada ou toute autre borne rapide, ultra rapide, là, parce que dans le programme d'essai qu'on avait, on avait une journée, même je dirais, c'est une demi-journée là, d'essai là, véritablement. Là. Donc, on n'a pas pu vraiment aller jusque-là. Stéphane, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est exactement ça. Dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, là, le véhicule était pleine charge lorsqu'on l'a pris le matin, juste après le déjeuner. Puis le temps de faire notre parcours qu'on avait à faire, on a pris une pause au midi, puis après ça, pour le retour vers l'hôtel, ça ne nous aurait pas donné un niveau de charge qui aurait donné la pleine fidélité là, à ce que le Ioniq 5 est capable d'aller chercher comme recharge rapide. Puis comme qu'on a dit tantôt, avec la grande pluie, ça ne me tentait pas d'aller me mouiller. Tu le sais, Martin, là, je suis un peu intense là, sur dans le fond, j'adore ça, là, faire ces tests-là. Là. Fait que si on avait eu la chance de le faire, c'est clair qu'on l'aurait fait. Ouais. Mais comme Paul Robert a dit, c'est vraiment un test à sur une plus longue période qui va me permettre de faire ça lorsque les conditions vont nous le permettre là, avec ce que Hyundai aura ce véhicule-là là, de disponible dans sa flotte média ici au Canada. Moi, ce que je m'attends, c'est j'ai des grandes attentes à ce niveau-là. Fait que, comme tu l'as dit, Martin, profiter de plus de 200 kilowatts dans des conditions idéales, c'est bien. Mais comme tu as bien dit, c'est vraiment par temps froid que ça va être mis à plus rude épreuve. Puis, de ce que je comprends actuellement, Hyundai n'a pas de système de préconditionnement en route vers une station de recharge rapide. Ce qui se dit actuellement sur les médias sociaux et les forums, c'est que Hyundai travaille actuellement à faire une mise à jour qui pourrait le permettre. Mais honnêtement, là, les manufacturiers devraient déjà avoir ça dans les véhicules. C'est pas comme si ça faisait 2 hivers seulement que les véhicules électriques roulent dans des conditions comme ce qu'on a au Québec actuellement en hiver. En Europe, en Norvège, les véhicules électriques, c'est une religion là-bas déjà. Fait que ça fait des années là, que ça se promène, les véhicules électriques. Fait que moi, je m'attendrais à ce que vraiment les manufacturiers arrivent déjà avec ce genre de fonctionnalité-là qui nous permettrait d'avoir... D'autant l'hiver, on a une autonomie un peu réduite à cause du froid à la base. Donc, si en plus ta recharge rapide est handicapée par une température froide, c'est vraiment là, en fait, que tu veux avoir les performances les plus optimales. Ouais. Écoutez, messieurs, le temps file vraiment très vite, mais je veux avoir quand même un tour d'horizon de ce que vous avez le plus aimé sur ce véhicule-là versus ce que vous avez peut-être moins aimé. Et on s'entend, je le dis d'entrée de jeu, je veux pas que les gens nous envoient des têtes de poisson mort par la poste, là. C'est pas parce qu'on a moins aimé quelque chose que ça veut dire qu'on n'aime pas le véhicule, qu'on est contre le véhicule. Il n'y a rien de parfait. Tout modèle de véhicule ont des bons et des moins bons côtés. Celui-là, il n'y échappe pas. Il y en a aussi. C'est la réalité. Donc, on va commencer par ce que vous avez aimé. Paul Robert, toi, qu'est-ce qui se démarque là et qui fait que tu mettrais dans ta liste j'ai aimé? Bon. On a parlé tantôt de la conduite. Maintenant, l'espace. L'espace est très généreux. Entre autres, bon, la console centrale qui se glisse vers l'avant et vers l'arrière. Et évidemment, toute l'absence d'une bosse dans le milieu pour un arbre de transmission, ça fait un grand espace. C'est en arrière, les passagers à l'arrière vont être très bien installés. J'ai fait un bout, moi, assis à l'arrière pendant que Stéphane conduisait, puis c'était
génial. C'était très confortable, tout ça. Évidemment, même l'espace dans le coffre est assez généreux. On peut mettre pas mal de cargo dedans. Bon, merci aux 3000 mm d'empattement qui a plus d'empattement que leur plus gros VUS chez Hyundai, le Palisade. Ensuite, en gros, c'est ça. Ce que j'ai moins bien aimé, évidemment, c'est la lunette arrière. C'était un gros sujet de conversation dans les forums ou dans les réseaux sociaux. Hyundai, c'est récurrent, c'est la lunette arrière. Même les Ioniq de première génération avaient une très petite lunette arrière. Plusieurs personnes se plaignaient de ça. Mais là, c'est le fameux wiper gate. Hein? Il y a l'absence d'essuie-glace arrière. Est-ce que ça vous a causé il pleuvait, là, vous autres, là? Est-ce que ça vous a causé des problèmes? Ça ne nous a pas causé de problème en tant que tel, dans le sens que Hyundai, ils ont vraiment prévu, en tout cas pour la pluie, à tout le moins, pour pas que ça soit un problème. Tu sais, oui, il y avait quelques gouttelettes qui restaient dans la lunette arrière, mais comme n'importe quelle voiture, même les berlines qui n'ont pas d'essuie-glace arrière, t'as quand même des gouttelettes qui restent là. Fait que c'est à la base, c'est pas fait pour que toute l'eau soit évacuée. Par contre, ils ont quand même fait des espaces dans l'aileron arrière. Donc, il y a vraiment à la fin du toit, il y a comme une espèce d'aileron. Et ils ont fait des trappes qui fait en sorte que l'aérodynamique du véhicule est faite pour que justement il y ait de l'air qui coule le long de la lunette pour faire évacuer l'eau. Donc, on le voyait quand on roulait qu'il y avait certaines gouttelettes qui allaient vers comme aspirées par le jet d'air. Exactement. Fait que, tu sais, au niveau de la pluie, pour moi, c'est même pas un enjeu. C'est vraiment l'hiver que là, ça pourrait avoir un impact. Tu sais, on le sait, là, quand on roule dans une chaussée mouillée l'hiver avec tout le sable qui est fait, ça vient faire une espèce de draft en arrière, là, dans le fond, une turbulence qui fait que ça revient vers le véhicule. Donc, c'est connu que les voitures hatchback de nature, vu que la vitre est de façon très, très plate, là, au bout du haillon, qui fait en sorte qu'il y a toute l'eau sale vient se mettre sur la vitre. Fait que est-ce que ça va être la même chose avec l'Ioniq 5? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une espèce... Le haillon est fait de façon très, mettons, perpendiculaire à la route, mais la vitre est faite en 45 degrés. Donc, c'est pas vraiment comme un hatchback que la majorité des hatchbacks ont, que la vitre a le même angle que la valise en tant que telle. Fait que moi, je suis quand même prête à donner la chance à l'Ioniq 5 de voir comment elle va se débrouiller dans des conditions hivernales. Là, on va le voir assez vite. On va le voir assez vite, ouais. Il commence à en avoir. Sur les médias sociaux, à date, on dirait que il y en a qui disent c'est pas un enjeu, il y en a d'autres qui mettent des photos que la vitre est toute sale. Fait que est-ce qu'il y a une façon de le contrer, soit en appliquant, je sais pas, un produit, un Aquapel ou du Rain-X sur la vitre qui fait en sorte que c'est moins porté à coller, peut-être. Fait que c'est à voir. Il y a des autos qui ont des défauts bien plus gros que celui-là, puis les gens qui aiment la voiture l'aiment tellement qu'ils passent par-dessus le défaut. Exact. Là, probablement on dirait que c'est que ça qui roule actuellement sur les médias sociaux, mais il ne faut pas passer à côté du reste des qualités du véhicule non plus, là. C'est ça. Peut-être autre petit détail puis Stéphane, je pense qu'on a été témoin lorsqu'on a fait l'essai. J'ai pas été capable de trouver la consommation en kilowattheure au 100 km sur le véhicule. Stéphane, je pense que tu avais fait une règle de 3 avec C'est sûr qu'on était en 1000, on était peut-être un petit peu moins familier avec les 1000. Et là, c'était en 1000 par kilowattheure. Fait que là, il fallait comme faire une règle de 3 inverse pour convertir les 1000 en kilomètres, puis ensuite les kilos. Tu sais, juste avec les conditions climatiques qu'on avait, c'était très venteux, il mouillait, donc la chaussée de nature était mouillée, puis avec le vent, là, évidemment, là, c'était pas des conditions qui étaient parfaites pour faire du hypermiling, mettons, qu'on pourrait appeler. Là. On n'était pas loin de 30 kWh au 100 à peu près. À peu près, là, je pense, de mémoire. Dans le mix qu'on a fait, là, autoroute et route de campagne, là, mettons, là, on était là. Quand même beaucoup. Oui. Donc, messieurs, il y a sûrement d'autres éléments qui ont attiré votre attention.
peut-être au niveau de tout ce qui est la technologie du système d'infodivertissement, j'imagine c'est Android Auto, CarPlay, tout ça, est-ce que c'était facile d'aisance? On est toujours dans ce que vous avez aimé, moins aimé. Paul Robert, le système d'infodivertissement, le mettrais-tu dans la colonne des plus ou des moins? Ben, je le mettrais dans la colonne des plus, je dirais, parce que, écoute, c'est vraiment impressionnant. Le grand écran horizontal, en fait, c'est 2 écrans, mais c'est c'est audacieux. Écoute, on est habitué à la au fameux écran vertical à la Tesla, mais là, c'est vraiment en largeur. C'est bien fait. L'interface, elle est, même je trouve ils ont raffiné l'interface chez Hyundai parce que je trouvais, mettons, Kia et Hyundai, c'est la même interface, puis c'était un peu euh, coupé au et carré ou à la hache un peu, là, tant qu'à moi, là, en termes de typo et tout ça. Et là, dans le Ioniq 5, c'est vraiment, ils ont fait un petit effort là, de raffinement. À ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Bon, ils disent que c'est autant Apple CarPlay qu'Android Auto, donc déjà en partant aussi, bon, ceux qui ne jurent que par ces plateformes-là vont être Heureux. très bien servis. Par contre, Stéphane, toi, tu vas les mettre dans la colonne des moins, le fait que ça soit pas Android Auto puis CarPlay en version sans fil. Exactement. Donc, c'est une des notes que je m'étais prise. C'est le système dans son ensemble, comme a dit Paul, moi aussi j'ai trouvé on appelle ça responsive. Donc, la fluidité était là. Donc, le changement de menu, ça se faisait de façon très rapide. Même au niveau de lorsqu'on recule avec le véhicule, la vision 360 qui est présentée, on peut même déplacer, donc faire une rotation alentour du véhicule. C'est très bien rendu, là. C'est très bien fait à ce niveau-là. Mais comme tu l'as dit, Martin, moi aussi, au niveau de Android Auto et Apple CarPlay, arriver avec une voiture que Hyundai présente comme une voiture technologique, avec toute la technologie d'infrastructure de batterie et tout ça, le V2L qui permet d'alimenter des appareils à l'externe, soit par le port de recharge ou comme dans la version avec l'ensemble Ultimate comme qu'on avait, il y a une prise 120 volts à l'intérieur de l'habitacle, sous la banquette arrière. Donc, d'arriver avec un véhicule que faut que tu branches ton téléphone à chaque fois que tu arrives dans ton véhicule, alors que, par exemple, à la compétition, dans le Ford Mustang Mach-E, le Volkswagen ID4, te permet de faire ça sans fil. C'est vraiment pratique. Tu arrives dans le véhicule, puis ça reprend là où ce que tu étais, soit ta lecture de musique ou ton application favorite pour écouter tes podcasts, Silence on roule, mettons. Mettons. Fait que il y a quand même un espace pour la recharge sans fil, mais s'il faut que tu branches ton téléphone pour activer le Android Auto, le Apple CarPlay, à ce moment-là, la recharge sans fil perd un peu de son utilité. Avant de terminer, Stéphane, toi, est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas parlé, que tu mettrais dans les colonnes des plus ou d'autres dans la colonne des moins? Ben, au niveau de l'habitacle, nous autres, on avait justement, avec l'ensemble le plus équipé, donc on avait le toit vitré, donc c'est très lumineux, l'habitacle. Une des spécificités, c'est que il y a une espèce de panneau qui peut se fermer sous le toit vitré, un peu comme dans le Volkswagen ID4. La spécificité, c'est que c'est vraiment séparé en 2 panneaux. Donc, il y a une moitié qui s'en va vers l'arrière, l'autre moitié qui s'en va vers l'avant. Donc, l'ouverture et fermeture se fait plus rapidement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite de ça, on avait l'intérieur qui s'appelle gris 2 tons. J'ai trouvé ça très élégant, c'est très lumineux. Ça fait justement en sorte que la luminosité de l'habitacle est encore plus rehaussée, là, surtout avec le toit vitré. J'ai trouvé ça très beau, là. Donc ceux qui hésitent à aller avec cette option-là de l'intérieur, gris 2 tons, moi je leur dirais d'y aller sans crainte. C'est très bien fait, c'est très beau. La console centrale, Paul Robert en a parlé tantôt, donc le fait que ça avance et que ça recule dans l'ensemble dans l'ensemble Ultimate. J'ai trouvé ça pratique, le fait de pouvoir l'avancer et la reculer, sauf que le fait que ça soit tout ouvert, j'ai trouvé que tu peux peut-être perdre un peu d'espace, dans le sens que c'est un espace ouvert, donc tu peux pas insérer des objets et les empiler l'un par-dessus l'autre. Mais pour ceux qui aiment justement avoir un espace très ouvert au niveau de la console centrale, ils vont être bien servis avec l'Ioniq 5 parce que c'est très spacieux à ce moment-là. J'ai envie de vous quitter avec une petite question, voir si vous osez vous mouiller. Paul Robert, tu as le choix entre la ID4 et la Ioniq 5, laquelle tu prends? Je pense que j'irai avec le Ioniq 5. Pourquoi? Parce que
il y a peut-être plus de chances d'en avoir une plus rapidement. Et puis, bon, du côté info-divertissement, tout ça, l'ID4, j'ai trouvé, bon, le commentaire qui vient souvent avec ce véhicule-là, c'est la lenteur de l'info-divertissement, mais quoique, c'est quand même une question qui est tough. Qui est quand même c'est pas dure. Facile. Et c'est probablement les deux. Au moment où on se parle, c'est parmi les deux véhicules où les gens ont le plus sont à cheval sa clôture. Il y a plein de gens qui hésitent entre les deux. C'était pas naïf de ma part la question. C'était calculé. Stéphane, je te pose la même question. J'ai envie de te dire Kia EV6. Non, c'est pas vrai. Oui, qui est la troisième qui fait. Ouais, c'est une clôture à 3 barres. En fait, moi aussi, j'irais avec le Hyundai Ioniq 5 pour l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, tout le côté technologique, on en a parlé tantôt. La recharge avec le 800 volts, c'est selon moi c'est la voie de l'avenir là, au niveau des puissances de recharge. Je pense que de plus en plus de manufacturiers vont aller dans cette voie-là. Fait que pour moi, la Ioniq 5 est un véhicule qui est plus future-proof, si on peut dire. D'ici les prochaines années, c'est un point, selon moi, qui va faire en sorte que la Ioniq 5 va peut-être conserver une valeur plus élevée sur le marché. C'est du guess, là, un peu. Qui aurait dit il y a 20 ans qu'une Hyundai garderait plus de valeur sur le marché qu'une Volkswagen? Je dis ça, puis je dis rien. C'est le marché est en mutation, on peut dire ça comme ça. Là. Fait que ceux qui vont arriver avec les meilleures technologies, selon moi, ils vont être en avant. Et puis, dans le fond, là, un peu comme je pourrais peut-être guesser, là, on regarde peut-être plus à court terme, là, selon moi, en 2022. Hyundai a, selon moi, une recette pour que la Ioniq 5 puisse être le véhicule électrique le plus vendu, selon moi. Si on se garde, mettons, juste le Québec et le Canada au grand complet, je pense qu'il y a plein de facteurs qui pourraient mener à ce phénomène-là. Actuellement, on le sait, le GM avec la Chevrolet Bolt EV UV, ils n'ont toujours pas repris la production. Ils peuvent toujours pas vendre les unités qui sont déjà en concession. On ne sait toujours pas quand est-ce que ça va être possible. Le prix de la Model 3 de Tesla, le modèle de base a augmenté, qui n'est plus accessible à la subvention fédérale, qui fait en sorte nécessairement, automatiquement, il y a des gens qui vont se rediriger vers d'autres modèles, dont la Ioniq 5. Le Volkswagen ID4, on l'a dit tantôt, là, qui est son concurrent le plus direct. Actuellement, les unités, il y en a quand même qui arrivent dans les concessions. Là, ils sont en train d'en livrer peut-être un petit peu plus que ce que je m'attendais personnellement. Mais pas au même rythme que Hyundai semble vouloir commencer la mise en marché là, du Ioniq 5. Il y en a déjà qui sont livrés, là, on le voit sur les médias sociaux. Donc, s'ils sont capables de maintenir ce rythme-là, selon moi, c'est quelque chose que tu pourrais parler de plus en plus souvent avec tes collègues Frédéric et Jean-François lors des différents trimestres en 2022, ça c'est clair. Puis, tu sais, si tu me permets, Martin, pour revenir à ta question tout à l'heure, l'ID4 et le Ioniq 5 ont un point en commun, les deux, c'est une absence de coffre avant. Donc, le fameux frunk qu'on retrouve dans les Tesla ou dans les Mach-E. Bon, la seule chose qu'il y a dans le Ioniq 5, c'est un coffret. Personnellement, je ne mettrais pas une sandwich là-dedans, à moins de vouloir avoir un grilled cheese. Je dis ça un peu en blague lors du lancement, mais avec la chaleur qui doit être générée par toutes les pièces en dessous, ça ne doit pas être bien friendly pour mettre un lunch là-dedans. Là. Mais on peut mettre le livre de Daniel Breton, puis peut-être les 2 guides de l'auto dedans, puis c'est tout. Là. Donc, en termes de volume, là, pas grand-chose. Hein. Ben, messieurs, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Stéphane, toi, les gens qui veulent t'écouter, ben, t'es à Silence on roule, donc la chronique Rouler vert. Et si on veut t'écrire, à quelle adresse on fait ça, Stéphane? Ben, vous pouvez m'écrire au slevert, L-E-V-R-T, @silenceonroule.com. Et Paul Robert Raymond, toi, évidemment, on peut te lire dans le soleil. Tu fais partie aussi des coops là, de l'information. Tu écris également dans le magazine Alternative électrique. Y a-tu d'autres endroits où on peut te lire?
Ben, on peut me voir aussi dans nos plateformes numériques, des d'information avec les capsules kilowattheure, dont une des dernières, d'ailleurs, c'était le lancement du Ioniq 5. Maintenant, si vous voulez m'écrire, c'est praymond@commercial lesoleil.com. Donc, c'est pas mal là qu'on peut me lire. Là. Ben, excellent. Ben, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et puis, on aura sûrement la chance de se reparler très bientôt. Puis, qui sait si on aura la chance de collaborer encore, Paul Robert, sur d'autres essais routiers de véhicules. Ça sera avec plaisir. Bien. Ben, merci beaucoup, messieurs. Parfait. Merci. Merci, Martin. Merci, Paul. Merci. Au revoir. Épisode hors série.